Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h depuis la survenance de la pandémie Covid-19 au Cameroun en mars dernier et à côté du protocole de traitement validé par le comité scientifique national ou plus récemment encore le protocole thérapeutique à base de plantes de Monseigneur Samuel Clédard, archevêque métropolitain de la ville de Douala, s'est développée une pharmacopée empirique. La consommation de la recette de grammaire, comme certains l'appellent, à base de gingembre, citron, feuilles d'indolin, n'est pas sans effet secondaire, selon certains professionnels de la santé. Cette course effrénée vers la guérison a vu le ministre de la Santé publique rappeler à l'ordre des professionnels des corps de la santé qui ont adopté l'imagerie médicale comme diagnostic de confirmation du Covid-19. Une décision qui continue de diviser et le corps médical et les patients. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information qui vous sera présentée par Cédric Noufelet. Tout de suite après, ce sera le débrief du journal et tout de suite, le fait du jour. Covid-19 au Cameroun, querelle autour du diagnostic et la recette de grammaire. Pour en parler, je suis en plateau à Douala avec Raphaël Ndougou. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Vous me permettez de dire bonsoir puisque demain c'est un jour férié, même si c'est dans la douleur de dire bonsoir à tous les syndicalistes, notamment au président du SNEPS, Trésor Djumbissier, et tous les syndicalistes qui justement doivent se rappeler les fondamentaux de la fête du 1er mai, ou alors la fête du travail. Et vous me permettez également de saluer quelqu'un qui vous regarde au quotidien, Jean-Alain Philippe Afané, qui, quand je l'appelle au téléphone, il m'appelle c'est dans l'autre tour. Je ne sais pas trop pourquoi, mais sauf que il essaye de coller votre image à la mienne parce que contrairement à ce que les gens pensent, ils disent que la chaîne de télévision Equinox est une chaîne de l'opposition. Et moi, je dis, je m'inscris en faux pour cela parce qu'en réalité, il se trouve que vous avez donné la parole ici depuis cette affaire de Covid-19 et même dans tout ce qui est souvent débat d'actualité à tous les partis politiques. Et pour ma part, je crois que il n'est pas question de stigmatiser votre chaîne de télévision pour la réduire à un parti politique quelconque, mais je crois que, pour mon avis, d'ailleurs, une semaine ou deux où vous avez créé le suspense aux téléspectateurs, beaucoup ont vite fait d'analyser que vous êtes déjà parti à France ou Africa 24, puisque Africa 24 et France 24 s'appellent la même chose, mais il se trouve quand même que vous êtes encore dans la maison et vous avez donc su trouver ce suspense-là pour servir aux téléspectateurs. Et pour ma part, je crois que je dois vous féliciter pour cela. Je ne sais pas si je suis à même de le faire, mais je vous souhaite encore bon retour dans la maison après un petit congé, certainement de la maison, et puis votre ami, parce que de toutes les façons, quand vous présentez cette émission et que votre ami Cédric Noufelet est en face de vous pour le journal de 20h, bon Dieu, j'ai envie de vous dire que même dans les villages, dans mon arrondissement en Ngomzap, on en parle, et donc j'ai envie de vous dire bon retour et que le Seigneur bénisse le Cameroun. Ok, merci. En face de vous, docteur Tapa Faustin Roger, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux téléspectateurs de Equinox. C'est avec plaisir qu'on est souvent ici pour partager ce qu'on peut avoir
avec tout le monde et essayer d'éclairer un peu l'opinion publique par rapport à certains points, notamment en ce qui me concerne sur la santé des populations. Voilà, je rappelle que vous êtes médecin de santé publique, intégrative médecine. Médecine oui, alternative. Tout à fait. Voilà. En quelques mots? Oui, je suis médecin de santé publique. Ça veut dire quoi en fait? C'est que je suis médecin généraliste à la base. Et après médecin généraliste, j'ai fait santé publique qui est la santé de masse, la prise en charge des populations. Donc vous êtes dans votre domaine? Dans mon domaine. Je suis dans une épidémie, il y a une pandémie. On est dans notre, ça c'est notre dodo comme on dit. Et maintenant, j'ai fait integrative médecine. Integrative médecine, c'est une approche de la médecine qui cherche le juste milieu entre la médecine conventionnelle et la médecine alternative. Qu'est-ce que les autres méthodes proposent et où se trouve un peu le juste milieu entre les deux? Est-ce que c'est des deux antagonistes, c'est des gens qui se combattent ou bien des gens qui peuvent être complémentaires? C'est en fait ça la médecine intégrative qui s'appuie sur 5 piliers. Contrairement à la médecine conventionnelle, il y a la santé familiale qui est un volet, santé de la société, la santé financière, la santé de l'esprit, qui sont des piliers qui viennent compléter la santé physique que la médecine conventionnelle axe beaucoup d'actions dessus. Donc, c'est deux volets complémentaires de la médecine qui aujourd'hui sont inséparables et on est obligé de faire avec si on veut vraiment améliorer la santé des populations. Voilà, nous allons tout de suite prendre la direction de la France, où nous attend le docteur Touba Alexandre. Nous allons à Amiens, pour être plus précis. Bonsoir docteur, vous êtes médecin anesthésiste, réanimateur et urgentiste, ingénieur en génie biomédical, en service à la polyclinique de Picardie, comme je l'ai dit, à Amiens en France. Bonsoir docteur Touba. Bonsoir Serge Alain. Et permettez-moi de dire bonsoir à tous les compagnons sur le plateau et aussi aux millions de téléspectateurs de Equinox TV. Et pour terminer, un grand bonsoir puisque on est tous confinés et que les frontières sont coupées de manière physique mais de manière morale. Elles sont ouvertes, donc j'adresse un bonsoir à toute la grande famille, à toute ma grande famille, avec en sa tête ma maman chérie depuis Ngosso à Yaoundé. Voilà, docteur Touba, il reste quelques 10 jours, 11 jours, comme ça, pour que le déconfinement progressif commence. Vous êtes un peu satisfait? Vous commencez à tirer ça par... vous voulez que ce soit, on soit déjà au 11 mai? Oui, c'est vrai que c'est une date qui est très attendue en France, en sachant que oui, le déconfinement va être fait de manière progressive et nous attendons, en fait, il y a une date préliminaire, ce sera le 7 mai, c'est la date à laquelle on va vraiment définir tous les départements qui vont être déconfinés, mais qu'à cela ne tienne, nous attendons tous avec impatience cette date du 11 mai qui va, n'est-ce pas, être la date du déconfinement. Nous, en tant que médecins, quelque part, c'est aussi, je veux dire, la reprise des classes parce que on va voir ce que ça va donner. Est-ce qu'on va repartir sur l'envolée des malades comme on a vu au début de la crise? Voilà, docteur Touba, il y a ce débat au Cameroun, il y a cette lettre circulaire du ministre de la Santé, le docteur Manaouda Malachi, qui demande à certains professionnels des corps de la santé de mettre fin sans délai à l'utilisation abusive des scanners comme diagnostic de confirmation au Covid-19. Quel est votre avis là-dessus en tant que médecin? Alors, mon avis, il est très clair. Il faut tout d'abord définir ce qu'on entend par instrument diagnostique, parce que si je veux détecter un Covid, c'est pas forcément le scanner que je dois utiliser, mais plutôt un test qui va définir si j'ai le virus Covid dans mon organisme. C'est pas le scanner qui va, n'est-ce pas, pouvoir me dire oui ou non j'ai le Covid. Le scanner, en fait, est un objet qui devrait être de manière additive, c'est-à-dire que j'utilise le scanner si j'ai une suspicion de Covid et j'ai pas assez de temps. Parce que les tests de Covid demandent quand même une certaine... je veux dire, on attend quelques heures pour avoir les résultats. Mais si mon malade il s'aggrave ou j'ai envie de commencer la thérapie, je peux effectivement me lancer sur, n'est-ce pas, le test de scanner. Donc, pour résumer,
Le scanner, oui, mais pas en première intention. Le gold standard reste, n'est-ce pas, le test, les fameux PCR, pour définir si un patient est Covid positif ou non. Le scanner ne va servir, de toutes les façons, les résultats qu'on a sur le scanner nous disent tout simplement qu'on a une pneumopathie à type Covid. C'est-à-dire qu'on dit, ah tiens, il y a quelque chose sur le scanner qui nous dit peut-être que ce malade il est atteint de Covid, mais il ne confirme pas. Donc si je veux savoir s'il est Covid positif ou pas, c'est le test de PCR. Ok. Voilà, une réaction sur le plateau, docteur Tapa. Oh, oui. Vous avez écouté le docteur Touba. Tout à fait. Oui. Et je partage tout à fait l'avis. Est-ce qu'on ne doit pas commencer par le scanner? Non, pas du tout, parce que il faut bien qu'on se mette dans le contexte. Il s'agit d'un virus. On ne peut pas faire le diagnostic d'un virus au scanner. C'est pas aujourd'hui, ce sera pas demain. C'est un test biologique. Quand on parle du virus, et quand on parle du PCR, c'est même encore assez délicat comme test. Oui. Quand on a l'impression que c'est devenu trop facile, mais en fait, en réalité, il n'en est rien. Le PCR, c'est un test assez délicat et il est même recommandé de le reconfirmer en cas de positivité pour poser le diagnostic. Donc, les gens pensent qu'on pourrait le faire en 15-20 minutes. Ce n'est pas vrai. Et déjà, le scanner, en fait, peut aider à diagnostiquer peut-être les complications liées à la présence du virus, mais ça ne peut pas être un test spécifique pour le virus. La même chose pour les thermomètres électroniques qu'on voit partout, où les gens considèrent que désormais, quand vous avez une température au-delà de 38, vous êtes suspect de Covid. C'est pas quelque chose de faisable. Il était temps qu'on recadre un peu et que les gens comprennent que c'est pas un test aussi facile, parce que même les prélèvements pour le PCR sont pas faciles. Les prélèvements nasopharyngés qui permettent de faire le diagnostic, c'est pas des tests évident, c'est pas quelque chose de si facile, de si vulgaire. Donc il était temps de recadrer et effectivement pour faire le diagnostic et s'assurer qu'il y a un virus, c'est pour le moment le PCR qui a ses inconvénients aussi, parce qu'il y a les faux négatifs, les faux positifs, il faut pas perdre ça de vue. C'est un test qui n'est pas nouveau, c'est un test qui a été là pour le sida avec toutes les controverses qu'on a connues par le passé. Donc aujourd'hui, il faut bien qu'on se le dise, c'est le test qui est pour le moment le plus fiable, mais qui a ses particularités et qu'il faut respecter. Voilà, rapidement, Raphaël Ndougo, vous m'avez dit que le ministre a voulu mettre un peu d'ordre. Qu'est-ce qui se passe depuis que le Covid-19 fait des ravages? C'est à l'information sanitaire. C'est à l'autre où il faut d'ailleurs indiquer qu'il n'est pas question de chercher à s'enrichir derrière cette affaire, parce que le docteur Touba en France a déjà dit ce qu'il pense et que là-bas, il y a le confinement. Oui. Alors, chez nous, les populations sont au désarroi. Et le ministre ne sort pas son communiqué par hasard. C'est parce que dans les cliniques, on a bien voulu faire attendre les patients et que ces derniers, pour certains, sont même morts de la même pandémie, parce que la clinique a bien voulu garder le patient en faisant les scanners et autres. Or, à ce niveau-là, il se trouve que même eux, en France là-bas, ou du moins là où la pandémie a commencé, ce n'est plus, du moins ils n'ont pas encore déterminé véritablement. Ils sont encore en train de chercher. On dit, il faut faire ci, il faut faire ça. Du coup, chez nous au Cameroun, quelqu'un qui est malade, du simple palu qu'on connaît, ou bien de tout ce que vous imaginez, se retrouve dans une clinique et dans la clinique, on lui fait faire le scanner et autres. Je voudrais même d'ailleurs vous dire, avant la sortie du ministre, il y a des gens qui se sont plaints que même dans les hôpitaux publics, ils ont donné 120, 118, du moins à partir de 100 000 de l'argent pour le scanner. Pourtant, ce n'est pas comment on va dire, le médecin disait tout à l'heure, c'est pas ce qu'on va dire, c'est pas ce qui est indiqué, c'est pas ce qui vous confirme que votre malade est atteint. Et Dieu seul sait, quand on est dans un hôpital au Cameroun, comment est-ce que les gardes malades, le malade lui-même est dans les problèmes. Parce que vous vous soignez à 40%
lorsque vous allez dans un hôpital. Mais si vous arrivez là, vous n'avez pas la bonne prise en charge. Vous perdez déjà d'abord 20%. Maintenant, quand vous arrivez, il se retrouve que vous n'avez pas la possibilité d'avoir accès aux soins, ainsi de suite, vous perdez encore 20%. Vous pouvez mourir alors que vous n'avez peut-être pas le Covid-19, si vous voulez, cette affaire de coronavirus. Le ministre a bien fait de sortir cette note, mais il se trouve que ce n'est pas fini. Il faut bien que ce soit suivi sur le terrain. Comment on doit suivre sur le terrain? C'est que on doit mettre les affiches, on doit mettre les personnes qui contrôlent ce personnel médical-là. Et même qu'on dise aux Camerounais que dans les cliniques privées, là où les médecins ont leur pourcentage, vraiment le médecin qui est en plateau ce soir va m'en excuser, les médecins ont leur pourcentage dans les cliniques et du coup, on doit quand même épargner les Camerounais de tout cela aujourd'hui. Pour la simple raison que les Camerounais attendent que les pouvoirs publics prennent en charge tout ce qui est malade, tout ce qui est test et autres du Covid-19. Mais à partir du moment où ces derniers sont face à une situation où ils doivent encore dépenser beaucoup d'argent, c'est un problème. Je vous ai dit que le malade se soigne lui-même à 40%. C'est mon avis. Je ne vais pas me tromper parce que si vous êtes bien pris en charge, vous n'aurez aucun problème. Mais maintenant, les gens font de la récupération pour essayer de gagner beaucoup d'argent et tout et tout. Cela ne peut pas nous faire avancer. Parce que si le bon Dieu nous donne encore la possibilité de ne pas tomber dans ce que le docteur Touba en France a vécu, ça veut dire qu'on a les possibilités de dire « Ouf, Dieu nous aime beaucoup », mais ce n'est pas que ceux qui sont des promoteurs de cliniques doivent chercher à gagner de l'argent. Donc, il faut que tout le gouvernement accompagne le ministre de la Santé dans ce qu'il a sorti, je crois hier, comme communiqué. Cela doit être suivi par les services de sécurité pour que personne ne dépense plus de l'argent dans ce sens et que les gens soient orientés. Parce qu'il se trouve qu'il y a la mauvaise orientation. Vous pouvez arriver dans une clinique, vous avez le simple parler qu'on connaissait, mais le stress, que je viens de dire tout à l'heure, que vous soyez à 40%, le stress vous amène à croire que, comme la maladie est là, peut-être c'est ce que vous avez. Et dans la clinique, on vous jongle, au lieu de vous envoyer dans les centres spécialisés. Il faut bien que les cliniques soient suivies pour éviter ce genre de choses. Ok, on repart tout de suite en France. Docteur Touba, le ministre dit quelque part dans sa lettre circulaire que les patients ont, c'est un droit pour eux, de choisir librement leurs soignants. Voilà, un patient qui, comme on dit, qui tousse et tout ça, peut-être pour aller vite, sollicite ce scanner. Ça me paraît un peu contradictoire, Saint-Germain. Voilà. Le malade qui choisit sa thérapie, ça me paraît compliqué. Parce que pour pouvoir choisir une thérapie, il faut déjà que je sache, n'est-ce pas, de quoi je souffre. Je vais vous prendre l'exemple d'une simple bactérie, d'une infection bactérienne. Vous savez qu'on a une multitude d'antibiotiques. Alors, si le malade a par exemple une infection pulmonaire et décide de prendre un antibiotique, lequel il va prendre? Il faut déjà qu'il sache. C'est pas pour rien que les médecins ont une formation aussi longue. C'est pour pouvoir, n'est-ce pas, affiner toutes ces informations-là. Donc, que le patient soit amené à choisir sa thérapie, ça me paraît aller dans le mauvais sens. Par contre, ce qui devait être très bien pratiqué ou alors fait, c'est l'information du médecin vers le patient. Qu'est-ce que j'entends par là? Un patient qui rentre dans mon bureau de consultation, chez qui je détecte une infection, il faut bien que je puisse expliquer au patient quel type d'infection il a. Parce que si nous prenons les poumons, l'infection du poumon, elle peut être liée, comme on le vit là actuellement, d'un virus ou
d'une bactérie. Alors, il faut que je puisse faire comprendre à mon patient, écoutez monsieur ou madame, vous avez une infection vraisemblablement à telle ou telle autre bactérie. C'est pour ça que même au niveau de bactéries, beaucoup ne le savent pas. On fait les tests. On fait ce qu'on appelle un antibiogramme. Très souvent, avant de débuter, puisque le temps passe, l'antibiogramme, ça demande du temps, on lance ce qu'on appelle une antibiothérapie probabiliste, c'est-à-dire qu'on se dit, dans cette région, c'est très souvent telle bactérie, on va commencer, mais on va faire des prélèvements et on va détecter quelle bactérie c'est, et dès le moment où on sait quelle bactérie c'est tel traitement qu'il faut administrer en ce moment. On corrige donc la thérapie qu'on a commencée. C'est la même chose avec le virus. Il faut déjà que je puisse détecter. Donc, si je détecte chez un patient qu'il a notre fameux Covid-19, alors je ne vois pas comment le patient pourra, avec un scanner ou une autre thérapie, me dire écoutez, je fais le scanner et puis je vais prendre telle ou telle autre thérapie. Ça me paraît vraiment très compliqué. Ok, on revient à vous dans un instant, docteur Touba. Docteur Tapa, il y a il y a le problème des centres spéciaux définis par le ministre. Est-ce qu'ils peuvent prendre suffisamment tous ces cas? Lorsque les gens se tournent vers les formations privées, est-ce que ce n'est pas parce que c'est plein de l'autre côté? Tout à fait. Est-ce que le patient n'a pas le choix d'aller où il veut? Le patient peut avoir le choix d'aller où il veut quand les formations spécialisées sont au-dessus de leur capacité, ne peuvent plus accueillir, c'est vrai. Et même avant, le droit fondamental du patient, il peut choisir où aller se soigner. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Vous ne pouvez pas obliger... Le ministre l'a dit, il le dit dans sa lettre. Vous ne pouvez pas obliger un patient à aller se soigner à un endroit spécifique. Ça, il a ce droit-là de choisir où il va aller. Soit, le problème ici ne se trouve pas au niveau du choix de là où le patient veut aller se soigner. Ça se trouve au niveau de la structure qui est là pour accueillir le patient. Et quand on parle de ça chaque fois, ça fait un peu mal parce que on revient aux problèmes fondamentaux au niveau du Cameroun et en Afrique en général. Vous ne pouvez pas réagir au cours d'une épidémie avec des structures qui n'existent pas. Je veux dire, même les formations spécialisées dont on parle sont improvisées pendant l'épidémie. Vous n'avez pas le temps de faire que ces formations soient effectivement équipées dans le sens d'être compétentes. Par contre, l'épidémie se prépare avant l'épidémie. On a beau crier, tant que les systèmes de santé seront accrochés aux directives de l'OMS qui sont édité à 7000 mètres, 16 000 kilomètres, vous ne pouvez pas. On ne peut pas. Vous ne pouvez pas trouver les solutions de santé avec la politique qui vient de 7000 kilomètres ou de 16 000 kilomètres. C'est pas possible parce que vous devez même connaître la communauté dans laquelle vous voulez travailler, connaître ses priorités pour travailler. Et l'une des priorités qui ressort ici, qu'on n'a pas toujours pris en charge, c'est les structures sanitaires qualifiées et la gestion des structures sanitaires existantes. Quand on parle des formations privées au Cameroun, quel génie peut nous dire comment les formations sanitaires privées sont gérées au Cameroun? Comment elles sont équipées? Quelles sont les capacités de ces formations sanitaires? Et quelle est la politique mise en place? Le ministre fait bien de réagir, mais on ferait mieux de mettre un système de gestion de ces centres sur place avant même que l'épidémie n'arrive. Et aujourd'hui, plus que jamais, ça fait appel à la création d'un système de santé local qui prend en charge les priorités des populations locales. Voilà, Raphaël Ndungu, il y a cet autre problème. Comme je l'ai dit à l'entame, depuis que l'épidémie est là, qui est devenue une pandémie selon l'OMS, tout le monde s'est rué vers les recettes de grand-mère. Il y a un médecin qui nous avoue que depuis un certain temps, il reçoit des patients qui ont des complications après avoir consommé de manière abusive ces mélanges-là. Gingembre, citron, peut-être d'eau lait. Monsieur Otou, rassurez-vous, je suis un natif de la forêt équatoriale. Ne voyez pas les vêtements qui sont sur moi, qui sont des vêtements confectionnés de l'Hexagone. Mais rassurez-vous que moi, la recette que vous venez de donner tout à l'heure est celle que je prends à mon réveil. Même si les médecins,
qui est le ginger, qui est l'ail, qui est la citronnelle, qui est le miel. Et je la prends quand j'ai la grippe avant le Covid-19. Parce qu'il se trouve que aujourd'hui, on va vous dire que les gens ont mal à l'estomac, mais je vous dirais que à chaque fois que j'avais la possibilité, à cela, je peux ajouter ce qu'on appelait Simon Lobisic, qui vous débouche les narines. Parce que de toutes les façons, cette affaire-là nous amène où vous n'avez pas la possibilité de respirer. Et Dieu seul sait que chez nous, on n'a pas assez de machines pour pouvoir prendre en charge les personnes qui sont en mal de respiration. Donc la recette de grand-mère reste ici. Et il faut qu'on soit clair. On est des Africains. Même si on peut de temps en temps prendre ce qui vient d'ailleurs, mais il faut que l'on reconnaisse que on est né avec cela. Un exemple. Le paludisme est en Afrique, il n'y en a pas en Europe. Ça dit que une simple piqûre de moustique depuis combien d'années? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi à soigner le paludisme? Et le même paludisme là, l'Africain a ce qu'on va appeler la potion magique. Il y a plein d'écorces qui peuvent atténuer le paludisme au Cameroun. Je ne voudrais même pas aller en Afrique. Et vous pouvez le constater ces derniers temps, parce que dans mon village, vous avez les Cook, vous avez l'Infol, vous avez Tilmoro, vous avez un certain nombre d'écorces qui peuvent soigner le paludisme. C'est pour ces raisons, quand vous voyez ces gens de l'autre côté, je ne suis pas d'accord comme ils sont morts, mais sauf que quand vous les voyez tomber, parce que nous n'avons pas les mêmes... C'est les globules, on appelle ça quoi, médecin, docteur? La même défense. Voilà, la défense immunitaire. La défense immunitaire, justement, au Cameroun et en Afrique, est assez différente. Je vous ai dit qu'une simple piqûre du moustique face à un blanc peut être fatale. Or, nous vivons avec les moustiques au quotidien, malgré la distribution des moustiquaires impayés. Milda. Justement. Donc, il est question ici de dire aujourd'hui que la grippe, vous vous souvenez de la grippe aviaire? La grippe aviaire nous a servi à quoi? On a voulu faire penser au Cameroun de ne pas manger du poulet ou bien des œufs. Nous avons mangé cela. Non, vous ne pouvez pas dire que c'était pas... Non, mais surtout, moi, je ne suis pas venu ici pour blaguer. J'ai mangé les œufs à 25 francs. On a simplement voulu mettre en mal l'économie camerounaise pour ceux qui sont des... La filière agricole. La filière agricole. Mais sauf qu'en réalité, il n'en était rien. Parce qu'eux, ils mangent là-bas de la viande saignante. Chez nous, le feu de bois, vous cuisez la viande au point de casser les œufs. Donc, il n'est pas question de quoi ici qu'on est dans la même situation que ces gens-là. Donc, la recette, pour finir, la recette de grand-mère est simple. Il me semble que quand cette affaire arrive, ça arrive comme étant... ça vous prend des courbatures, ça vous prend des articulations et tout. Nous savons pertinemment que avant cette affaire, moi je vous ai pris l'exemple. Il ne se passe pas un jour que mon épouse ne me fait pas le matin et le soir, le ginger, l'ail, la citronnelle, avec du miel. Cela était avant même cette histoire-là. Ce n'est pas pour dire qu'on doit pas blaguer, on doit blaguer avec l'affaire au Cameroun, mais pour dire que ne blaguons pas avec notre affaire, notre pharmacopée traditionnelle. Parce que nous sommes nés... Figurez-vous un instant, 30 secondes. Oui. Un instant, lorsque il y a eu ce qu'on appelait dans mon village Soubikoumou, c'est-à-dire que bousculer les souches. Donc quand on a abattu un arbre, il y a la souche. Vous voyez un vent qui bouscule les souches. Cela, c'était quoi? C'est quand vous toussez, même votre voisin à 10 mètres fuit. Comment les Africains, comment les Camerounais ont réussi à soigner cette affaire? Donc il est question ici aujourd'hui, et je suis donc d'accord, et je salue le ministère ou le ministre de la Santé publique qui justement a envoyé ses experts auprès de l'archevêque. Monsieur Préda. Voilà. Nous prenons donc la direction de l'Ouest Cameroun où nous attend le professeur Félix Bruno Talefo
Bonsoir, professeur. Vous êtes à Tian, vous êtes biochimiste, herboriste, enseignant à l'université de Tian. Professeur, dites-moi, est-ce qu'il y a un danger à consommer de manière abusive tous ces éléments qu'on a dit, qu'on appelle la recette de grammaire? Est-ce qu'il y a un danger? Parce que beaucoup de personnes se sont réfugiées derrière ces éléments-là pour prévenir le Covid. Oui, bonsoir Serge, bonsoir à tous les panélistes, bonsoir à tous les spectateurs de l'Empire. Relativement à votre question, j'ai suivi avec un grand intérêt les interventions des gens et des autres. Concernant les effets notifs que peuvent présenter les recettes de la grand-mère, ce que j'aimerais préciser ici, c'est que les plantes médicinales, certes, les études ont montré que les plantes médicinales avaient des effets thérapeutiques avérés, mais ces études ont également démontré que l'utilisation de ces plantes devrait s'effectuer avec beaucoup de réserve. Juste par rapport à la notion de dose. L'utilisation de manière efficace de la plante devrait tenir compte de la dose administrée. Voilà. Donc, vous pouvez utiliser une plante à la dose thérapeutique normale pendant une petite durée, sans avoir d'effet secondaire. Mais par contre, si vous préparez la plante à une concentration excessive, donc cela pourrait conduire à long terme à des effets secondaires. Et l'un des effets les plus évidents dans le contexte actuel, c'est le problème d'insuffisance rénale. Donc voilà pourquoi on recommande toujours aux utilisateurs. Parce que ces utilisateurs qui se plaignent des complications, c'est ceux qui ont procédé par automédication le plus souvent. Donc ils n'ont pas été servis par le détenteur de la connaissance en focus. Alors, en recoupant les informations par-ci et par-là, il est allé sur le terrain sans savoir quel type de plantes récolter du terrain. Parce que vous êtes sans ignorer que deux plantes morphologiquement identiques peuvent avoir des noms scientifiques et bien évidemment des effets thérapeutiques différents. Il peut également aller dans la nature et récolter la plante à un mauvais endroit. Donc peut-être des polluants environnementaux. Donc tous ces petits éléments, il y en a plusieurs des facteurs qui peuvent conduire à un produit de mauvaise qualité et qui, après utilisation, peut conduire à des effets néfastes tels que vous êtes en train de l'utiliser. Mais si jamais c'est le cas, on recommande toujours à ces utilisateurs d'accompagner la prise de ces plantes avec la consommation de beaucoup d'eau. Donc, pour pouvoir faciliter leur évacuation. Donc, en conclusion, je dirais que les plantes médicinales sont certes saines pour notre organisme, si prises à des doses thérapeutiques, des doses recommandées. Au-delà, ça devient nocif. Voilà, professeur, vous êtes au courant sûrement de ce débat qui a cours depuis hier par rapport à cette lettre circulaire du ministre de la Santé publique qui interdit l'utilisation abusive du scanner thoracique comme diagnostic de confirmation du Covid-19. Effectivement. Mon point de vue par rapport à la lettre circulaire de Monsieur le ministre de la Santé publique du Cameroun, je partage entièrement cette circulaire. Alors, pourquoi? À l'heure où nous faisons face à un virus, et c'est un virus à acide ribonucléique. Donc, on peut dire que les outils généralement utilisés pour les diagnostiquer, que ce soit dans le sang, le plus souvent, ça c'est le liquide biologique le plus sollicité. Donc, ces outils généralement utilisés sont un peu dépassés. Donc, voilà pourquoi on a eu un fait retour à la biologie moléculaire. Et relativement au virus à RNA,
la technique par PCR, c'est l'une des techniques qui a apporté beaucoup d'évolution dans cette diagnostic par biologie moléculaire. Donc, cette technique par PCR a comme matériel, comme molécule d'intérêt l'ADN. Alors, comment passer de l'ARN présent dans le virus à l'ADN? Donc, c'est ce dont on a donc pu faire recours à une enzyme spécifique qui a été dénommée la reverse transcriptase. Donc, c'est cette enzyme qui va donc convertir l'ARN en ADN complémentaire qui va par la suite être cloné. Donc, voilà à peu près comment se déroule cette technique de reverse transcriptase PCR. Donc, qui est actuellement recommandé pour pouvoir donner avec toute la charge virale dans la préparation biologique qui a été prélevée chez le patient. Alors, compte tenu de sa rapidité et également de sa disponibilité et davantage également compte tenu de sa spécificité, je crois que c'est le test le mieux qu'on pourrait vraiment recommander pour le diagnostic. Donc maintenant, face à l'urgence, parce que comme on vous l'a dit, ce n'est pas un résultat qu'on obtient à l'immédiat. Il va falloir attendre durant 24 heures. Donc, face à l'urgence, pour ceux qui, en fonction de leur moyen, sollicitent un diagnostic rapide, ils sont libres de pouvoir solliciter le scanner. Mais sinon, généraliser l'usage du scanner pour le diagnostic de Covid, je crois que tous les laboratoires ne sont pas étudiés sur ce scanner-là et on ne pourrait pas vraiment s'en sortir. Donc, on a dit, la reverse transcriptase PCR, c'est jusqu'à présent le test le mieux indiqué pour diagnostiquer Covid. Ok, merci professeur Félix Bruno Telefo. Docteur Tapa, vous m'avez dit que on ne va pas se réjouir, que cette pandémie a pour but, on a mis des points sur les i. Oui, tout à fait, on a mis des points. Il y a des secteurs qui... L'un des points qu'il faut mettre, je reviens un peu à la première intervention de Raphaël sur les natural remedies, c'est-à-dire les remèdes de grand-mère. Il faut retenir que quand vous remontez à la médecine ancestrale, vous allez voir que même depuis la création du monde, l'homme a été créé en harmonie avec la nature. C'est-à-dire que dans la nature, il y avait tout ce qui permettait à l'homme d'exister. À partir de là viennent deux choses. La transformation de l'environnement, qui parfois c'est l'action des hommes eux-mêmes, qui change un peu tout. Si vous remontez dans la médecine ancienne, vous allez voir que dans les villages, comme il disait tantôt, il y avait plusieurs manières de soigner avec les herbes. Et les manières de soigner tournaient autour, soit de purger, soit de faire vomir. C'est-à-dire le traitement consistait à faire vomir ou à purger. Pourquoi? Parce que une fois qu'on purgeait le malade ou bien qu'on le faisait vomir, le résultat ne se faisait pas attendre. La plupart étant la guérison. Et scientifiquement, comment ça s'explique? Le système immunitaire se trouve à 80% dans le tube digestif, contrairement à ce que les gens peuvent croire. Donc, quand votre tube digestif va mal, tout le corps peut mal aller. En cas de maladie, comme l'organisme doit se défendre, c'est militaire, c'est dans le tube digestif. Si c'est bloqué là-bas, c'est bloqué là-bas. Vous ne pouvez pas avoir des résultats rapides. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Maintenant, il se trouve que chaque produit a ses effets indésirables et ses effets positifs. Les effets indésirables, on les divise en deux groupes. Les effets indésirables mineurs, qui sont des effets qui n'attentent pas à la vie du malade, et les effets indésirables majeurs, qui sont des effets qui peuvent attenter à la vie du malade. Quand vous prenez les potions traditionnelles dont on parle souvent, la plupart des effets indésirables sont des effets mineurs, c'est-à-dire qui n'attentent pas à la vie du malade. On a parlé du mal d'estomac tantôt. Les remèdes naturels ne réveillent pas un mal d'estomac plus que l'ibuprofène. Ça c'est clair, plus que l'aspirine ou plus que le paracétamol. Ça n'a pas de rapport.
Donc, il faut retenir que chaque chose qu'on prend peut irriter l'estomac sans pour autant qu'on incrimine cette chose comme si c'était la cause de recrudescence du mal d'estomac. Donc, le natural remedy a sa place. Toutefois, il faut retenir que l'association de ces produits, parfois, à certains produits, peuvent créer des problèmes, soit au niveau rénal, et là, on peut atteindre les effets majeurs dont je parlais tantôt. Et donc, il faut toujours les prendre avec beaucoup de précautions. Donc, ces produits ont leur place. Et c'est même l'approche de médecine aujourd'hui. La médecine moderne a sa place. Qu'on ne peut pas. Vous avez un enfant dans le coma ou bien qui convulse, vous allez arrêter la convulsion. Vous avez quelqu'un qui ne respire pas, vous allez le faire respirer en attendant de trouver la solution. La médecine moderne, à ce niveau, ne peut pas, il n'y a pas de doute à sa place. Maintenant, si vous voulez guérir le mal et fortifier l'individu, il y a un peu plus que ça. Et c'est là où les médicaments alternatifs à base de plantes prennent tous leurs effets, parce que parfois leurs effets ne consistent pas seulement à lever le mal, mais à préparer le corps à faire face aux autres situations à venir. Et c'est ça qui fait la force de ces remèdes naturels. L'un des aspects également, c'est que c'est disponible. Aujourd'hui, quand nous parlons du Covid-19, personne n'a la vérité. Il faut qu'on se dise en face. Personne n'a la vérité. Je veux Comment vous dire, ça? En termes de traitement, personne ne peut vous dire j'ai la solution qui est la solution exacte. Pourquoi? Parce qu'on parle d'un virus. C'est pas du jour au lendemain qu'on a trouvé un médicament antiviral. Tout le monde essaye jusqu'ici. Et en cas d'épidémie... Mais il y a les résultats. Il y a les résultats parce qu'on a essayé. Il y a Madagascar. Exact. Le président dit qu'il a les résultats. Je suis entièrement d'accord. Le président dit qu'il a les résultats. Exact. Je ne doute pas. Mais ils ont les résultats parce qu'ils ont essayé des choses. C'est pour ça qu'il dit personne n'a la vérité. C'est parce qu'on est en train d'essayer des choses que les résultats sortent de part et d'autre. Et c'est ça le point aujourd'hui. En cas d'épidémie, l'objectif principal, c'est d'arrêter l'épidémie, c'est d'arrêter le nombre de morts et on utilise tous les moyens dont on dispose. Vous avez vu la chloroquine. On a vanté la chloroquine depuis 1939 qu'elle existe. Il a ressurgi quand il n'y a même eu d'effets cliniques, d'études cliniques sur la chloroquine. Vous imaginez en 2020, quelque chose qu'on a utilisé depuis 1939, on vous dit qu'il n'y a jamais eu d'études cliniques. Donc, par contre, c'était nécessaire d'essayer. On a essayé, on s'est rendu compte qu'il y avait des résultats sur le Covid-19. C'est pour ça qu'il dit personne ne détient la vérité. Il faut chercher la vérité quand elle est nécessaire. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, que ce soit du côté alternatif, avec nos plantes, que ce soit du côté de grand-mère, comme on dit, ou bien que ce soit du côté moderne. Et il faut éviter d'être stigmatisé, de rester braqué sur les... Et là, j'interpelle les Africains à se ressaisir un peu. Partout dans le monde où moi je suis allé, où la médecine a une certaine envergure, les gens sont restés ancrés à leur système ancestral. Oui. Voilà. Ok, rapidement, Raphaël. Juste en 45 secondes, quand un enfant convulse au village, si vous êtes en ville, il sera mis dans des... Comment vous allez appeler ça? On va la réanimer. Oui. Pourtant, au village, on l'amène au WC traditionnel et l'enfant revient. C'est de ça qu'il est question. Ne pensons pas que la pharmacopée... Non, expliquez-nous. Vous avez dit oui, c'est... Expliquez concrètement. Très bien. Comment ça se passe? Un enfant convulse. Généralement, c'était le palu. Quelquefois, on avait... ça prend des deux côtés sur la poitrine. Et là, dans mon village, on appelle ça tite. Et qu'est-ce qu'on fait? L'enfant, les yeux sont allés derrière le travers. Qu'est-ce qu'on fait? On le tourne. Le WC traditionnel. On retourne la tête de l'enfant sur le WC. Quand l'enfant respire, du coup, il revient. Il y a autre chose. On peut tremper l'enfant dans un fût et il n'est pas question de blaguer avec. Ok. Voilà. Est-ce qu'il y avait les mêmes... il y a le Covid-19, il est tout nouveau, non? Non, mais c'est tout nouveau, mais il y a eu d'autres épidémies plus sévères et il y a eu des phénomènes de santé plus critiques par le passé. Le problème, l'avantage ici, c'est qu'il faut savoir utiliser ce qu'on a. Oui. C'est ce que nous, on ne fait pas. La moralité, l'une des moralités ici, c'est qu'il faut commencer à regarder ce que nous avons. Peut-être que nous avions laissé, qu'il faut recommencer à regarder, faire des essais, des études cliniques, pas attendre en cas d'épidémie pour se précipiter. C'est ça la leçon à tirer. Et aujourd'hui, plus que jamais, les deux médecines sont complémentaires. Vous ne pouvez pas... Vous appelez ça le diktat de l'OMS? Oui, le diktat de l'OMS. Vous refusez ça? Je refuse complètement. Je peux comprendre qu'il y ait une collaboration avec l'OMS qui aide,
Mais je ne peux pas comprendre que ce soit l'OMS qui trouve ce qu'il faut faire au Cameroun pour améliorer la santé des populations. Je vais vous prendre un petit exemple. Oui. Vous savez, l'OMS dépense combien dans les séminaires, dans les per diem, dans les trucs par an pour les maladies. Okay. Regardez, quand le Covid a commencé, le plus grand problème auquel on faisait face, c'était l'eau. Okay. Si l'OMS tenait à la santé des populations, il devait participer à l'approvisionnement en eau potable dans les pays africains. Merci, Dr Tapa. On revient après le journal parce que il est déjà là. Cédric Noufélé. Bonsoir, Cédric. Au menu ce soir. Bonsoir, Serge Alain. Bonsoir à vos invités. Ce soir, nous parlerons d'une scène scandaleuse vécue au ministère de la Santé de l'initiative Cameroun Survie. Christian Penda et Coca qui a été étonné de cette attitude du ministère de la Santé publique de refuser ce don au moment où les Camerounais broient du noir. La gratuité, elle est loin d'être réelle de par la consultation, le diagnostic, les examens, les services de réanimation ou encore la prescription des médicaments. Nous en parlerons ce soir. C'est Jalin. Et le gouvernement, à travers le Premier ministre, vient d'annoncer un assouplissement des mesures. Le gouvernement estime qu'il est satisfait sur les règles qui existaient avant le confinement, les différents établissements de divertissement et les débits de boissons et autres snacks qui avaient les autorisations d'ouvrir au-delà de 18 heures pourront revenir à ces mesures légales avant le confinement. Mais la précision